Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous parler de la Mercedes Pagode, Mercedes emblématique et intemporelle. On va retrouver Julien du Garage de Bretagne à Angers qui va nous présenter donc cette voiture, voilà, qui connaît assez bien. Allez, c'est parti. Hop. Et bien sûr, on y va en Mercedes. Alors, nous voilà arrivés au garage de Bretagne. Donc, le temps est pas forcément au rendez-vous, mais bon, là, ça va, il pleut pas. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a sur le parking et vous dire un peu ce que fait ce garage. Alors oui, c'est un garage spécialisé dans les Mercedes, mais les Mercedes de toutes les générations. Et c'est ça qui est chouette aujourd'hui, c'est que malheureusement, de moins en moins de garages Mercedes s'occupent des anciennes. Alors d'une part parce que les mécaniciens d'aujourd'hui connaissent de moins en moins les Mercedes anciennes, mais ici au garage de Bretagne, donc pour vous rappeler, donc sur Angers, dans le Maine-et-Loire, toutes les Mercedes sont les bienvenues, que ce soit anciennes et récentes. Et je trouve ça chouette parce que du coup, ça permet justement pour une clientèle qui a encore ce genre de voiture. Alors pour avoir discuté un petit peu avec Julien du garage de Bretagne, il y a encore énormément de clients qui viennent avec leurs anciennes Mercedes pour les faire entretenir. Et je trouve ça chouette, c'est aussi un moyen pour eux de les conserver et de les faire entretenir encore en réseau. Alors voilà, on va faire un petit tour rapide du parking. Alors voilà, là c'est la W202 de Julien, une C250 turbo diesel. Ici c'est ma 250D. Voilà. Alors est-ce qu'il y a des anciennes? Alors on a une W203 donc qui doit être ici en entretien. Là-bas une W220 qui d'ailleurs a je crois 380 000 km me semble-t-il. Voilà, donc voilà comment se présente le garage. Et on va retrouver Julien à l'intérieur pour vous parler de la pagode. Alors bonjour Julien, Bonjour William. merci à toi pour avoir accepté de faire cette vidéo. Donc on est ici au garage de Bretagne sur Angers. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du garage? Alors, le garage de Bretagne, une très vieille histoire, alors qui n'a pas commencé avec notre famille au tout début, qui avait été fondé dans les années 50 par un monsieur qui s'appelait Biette. Nous avions repris en fait au tout début des années 80. Le garage ici, à l'emplacement actuel, est à son troisième emplacement. Il D'accord. était d'abord quartier de Bretagne à Angers, d'où le nom. Puis ensuite boulevard Carnot, qui était l'un des boulevards principaux qui montait de la Maine. Et ensuite, en 87, nous sommes arrivés ici. Donc ça D'accord. fait quand même 36 ans que nous sommes à cet D'accord. emplacement. Donc dans ces locaux, ici. Ici Exact. même. Ok, d'accord. Alors du coup, on se retrouve pour parler de la Mercedes Pagode que tu vas nous présenter. Ok, bah, tout à fait. Voilà, elle est là. Donc une Mercedes pour moi emblématique à la fois intemporelle. Je pense que tu es d'accord avec moi sur ça. J'aurais tendance à être du même avis, oui. Ouais. Mais je suis biaisé. C'est une voiture que le garage possède depuis quand? Alors nous, la première fois, puisqu'elle a été donc en clientèle à une époque, la première fois que nous l'avions reprise était en 85, où nous l'avions revendue. Et donc à quelqu'un de proche de la famille ou de notre famille. Et ensuite, là, moi qui viens de vérifier, la dernière fois que nous l'avions reprise, donc 91, Oui, pour une somme de 170 000 francs à l'époque, donc ce qui n'était pas rien, à puisqu'elle était quand l'époque. même en relativement bon état. Année durant laquelle donc mon grand-oncle Jean Crochet, qui était l'un des deux frères Crochet associés donc au garage de Bretagne et à l'époque avec le garage Crochet poids lourd, D'accord. la voiture lui avait tapé dans l'œil et il avait décidé donc de la conserver et donc de la restaurer. Alors D'accord. l'avantage, c'est qu'à l'époque, ces véhicules-là n'avaient pas les mêmes valeurs qu'aujourd'hui, mais avec le garage, on avait décidé dès lors de faire une restauration qui allait durer probablement bien plus proche des restaurations que l'on retrouve aujourd'hui sur les pagodes. D'accord. C'est chouette que vous l'ayez gardé depuis tout ce temps. Donc, Ah pour... bah c'est effectivement c'est assez peu fréquent de trouver des pagodes qui restent dans des familles ou dans des entreprises comme la nôtre pendant aussi assez longtemps. longtemps. Ouais. Parfois les gens donc, ont décidé d'en avoir une pour s'amuser un petit peu et la revendre après. Nous, elle fait partie d'une collection familiale.
Et donc on essaye de s'en servir régulièrement. Il faut dire que je suis malheureusement un petit peu le seul à rouler avec depuis 6-7 ans, mais bon, c'est toujours un plaisir. Tant mieux pour toi. Donc voilà la Mercedes qu'on va vous présenter un petit peu en détail. Alors avec Julien, Julien va vous parler un petit peu de conseils si vous voulez en acheter une, parce que ça reste une voiture où je pense qu'il y a des choses à prendre en compte quand on en achète une. Tout à fait. Hein. Oh oui. Déjà, tout ce qui est corrosion. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut aborder un peu en détail. Et pareil, on va vous parler un petit peu de ce qui est motorisation, les choses à vérifier, les choses qui sont à faire, que ce soit pour les entretiens. On va vous montrer un petit peu tout ça en détail. Alors donc, ce modèle, Julien, c'est une 280 SL, hein, c'est ça? Exactement, 280 SL, donc de milieu 69, donc juin 69 en date de production, mais quand même une année modèle 70, avec quelques particularités qu'on verra peut-être au fur et à mesure. D'accord. Dont une toute petite chose, par exemple, pour les versions boîte automatique, Oui. celle avec le monogramme automatique, Qui est ici. en 69, il était sous le 280 SL, D'accord. et en 70, donc Mercedes avait Il a décidé été de faire déplacé de côté en côté. sur la droite. Exact. Ok. Donc la 280, c'est la version la plus puissante qu'on trouvait dans la pagode. Exactement. Or, modèles ultra spéciaux réservés à l'usine, donc tout ce qui était modèle client d'origine, c'était la plus puissante. Donc avec 170 chevaux DIN, D'accord. puisque certaines pubs d'époque avaient encore les chevaux SAE de marqué. D'accord. Où la puissance était plus élevée, mais donc la vraie puissance est bien 170 chevaux DIN. D'accord, ok. L'intérieur est d'origine, n'a pas été refait, c'est ce que tu me disais. Exactement, alors c'était le souhait de mon grand-oncle en fait de conserver un véhicule, alors bien que très beau, avec une certaine patine. Donc on a expressément conservé les sièges, même s'ils étaient un petit peu craquelés. Alors malheureusement avec le temps, les craquelures se sont un petit peu agrandies. Mais bon, on essaie de continuer à entretenir, nourrir le cuir pour que ça ne s'exacerbe pas trop. Et je vois qu'elle a sa plaque d'origine qui est gravée dans les vitres, comme on peut le voir ici. C'était quelque chose qui était systématique à l'époque? Alors non, c'était quelque chose qu'on avait fait à l'époque, puisque le SY49 n'était pas sa première plaque, c'était une plaque, je crois, en 72. D'accord. Puisque le premier propriétaire était en juin, mais avait une propriété en Sarthe. D'accord. SY, donc étant une plaque de 85 quand on l'a revendue à l'époque. D'accord. Et donc, pour en venir peut-être un petit peu à la provenance de ce véhicule, nous n'avons pas la facture d'achat, donc il s'agit bien d'un véhicule français avec le fameux code option 629 que l'on verra un peu plus tard, mais c'est une voiture qui est restée sur Angers et dans la région presque toute sa vie. D'accord, elle a toujours été dans les alentours d'Angers. Exact. C'est ça, ok. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu tout ce qu'on doit surveiller d'un point de vue corrosion? Je pense que c'est quelque chose d'important à aborder. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens d'examiner, de regarder en détail lors de l'achat d'un pagode? Alors, déjà, parlons de l'extérieur, où les points de corrosion principaux, comme énormément de véhicules et même des Mercedes de cette époque-là, on a les intérieurs d'ailes avec le retour où peuvent donc s'accumuler des mottes de terre. Oui, tout à fait. Donc, et ça qui fait que l'aile rouille de l'intérieur, malheureusement. Deuxième aussi gros point, surtout sur des véhicules assez anciens, c'est le puits de capote. Puisque beaucoup de gens ne changent pas les joints du puits de capote. Et dès qu'il pleut, en fait, avec des puits de capote non étanches, l'eau peut rentrer et après va stagner dans le puits de capote, ce qui malheureusement à l'origine donc était le cas de cette voiture. C'est des joints qui sont où? Alors qui sont sous le couvre-tonneau que l'on ne voit pas aujourd'hui. D'accord. Mais donc des joints aussi malheureusement qui sont relativement onéreux chez Mercedes. Mais bon, chose à changer, mieux vaut payer un petit peu d'argent pour un joint et être sûr de l'étanchéité plutôt que d'avoir des travaux de corrosion ou des travaux de carrosserie très onéreux à effectuer si on se retrouve avec un puits de capote corrodé. D'accord. Alors tu nous disais déjà les ailes arrière à surveiller. Est-ce que les portes, ailes avant, sont aussi touchées par la corrosion?
Alors les portes beaucoup moins puisqu'elles sont en alliage, mais on peut retrouver donc parfois de la corrosion, donc de l'électrolyse. D'accord. Plus souvent quand même, ça va être au niveau des ailes avant aussi. Et ailes avant extérieures où pareil, vous avez un retour de tôle qui fait que vous avez de la terre qui peut s'accumuler. D'accord. Et même en fait, ça va être au niveau des cuvelages de phare où vous pouvez là aussi avoir de la terre qui s'accumule. D'accord. Où vous vous retrouvez, alors bien entendu pas sur cette voiture, mais avec des bulles de rouille au-dessus et sur les J'ai côtés déjà à cause vu. de la terre. D'accord. Alors, on m'a déjà parlé à cet endroit. On voit si un pagode a été refait ici. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'on doit regarder au niveau d'ici par rapport à ça? Tout à fait, parce qu'en fait, les ailes de pagode d'origine comprenaient un tout petit retour et qu'on arrive à voir juste au niveau du chrome. Donc juste là, au niveau de la carrosserie, ça n'est pas parfaitement circulaire. D'accord. Certains restaurateurs, à cause de la demande des clients et de l'insistance des clients sur ce point, mettent parfois un trait, ce qui n'est pas correct. Donc là, on voit dans le reflet qu'il y a un tout petit retour, ça n'est pas circulaire, D'accord. ça Je ne n'est sais pas pas si on le uniforme. verra sur la vidéo, Donc mais c'est un peu compliqué effectivement à voir sur une vidéo, mais celle-là, là, et c'est vraiment ça qui est d'origine. Alors peut-être qu'on voit un petit peu mieux là, où on a juste le petit reflet ici. juste ici. D'accord, ok. Au niveau du châssis, est-ce que la corrosion est sujet, par exemple, au niveau des longerons? Alors voilà, c'est que là, dans des véhicules qui ont été relativement bien conservés, comme l'a sûrement été cette Oui, voiture-là, moins souvent. Ce qu'on l'on peut avoir dans des véhicules qui soit ont vécu dans des régions salées, soit peut-être même en bord de mer, oui, ça va être pas mal de corrosion au niveau soit du berceau avant, ou alors éventuellement de la corrosion de surface au niveau du train arrière. d'accord, Rarement est-elle perforante, mais mieux vaut la traiter d'accord, si elle est là. d'accord, C'est là encore en fonction du vécu. Alors autre chose que l'on peut voir en intérieur d'elle, alors je ne sais pas si tu vas réussir à bien la voir dans la vidéo, on remarque donc un ici, cache ici d'accord, qui est en oui, je caoutchouc le ou en vois, plastique. d'accord, Et donc sur certains véhicules, ces caches ne sont plus présents, auquel cas il y a de la terre qui rentre dans l'intérieur de l'aile et là ah qui oui, peut faire pourrir l'aile de l'intérieur aussi. d'accord, Après, on verra peut-être 2-3 points sensibles à la corrosion quand on lève le capot, d'accord. puisqu'il y en a. Oui. Alors ça me vient tout de suite aux yeux, les Michelin MXV. Oui, Alors c'est des pneus aujourd'hui qui sont encore produits? tout à fait. Alors, ils le sont seulement qu'ils sont produits à la demande. Donc, en fait, D'accord, Michelin va produire des séries de ces pneus-là. Donc, parfois, ils sont indisponibles pendant une certaine période jusqu'à temps qu'il y ait assez de demandes clients pour les produire ou pour en produire une assez grande série pour justifier le coût. Après, beaucoup de spécialistes pneus les stockent. Donc, d'accord, parfois, on a de la chance de tomber sur des vieux stocks. Mais contrairement à des pneus pour véhicules modernes où on a une date sur le flanc qui est relativement proche de la date d'installation, peut-être à plus ou moins 6 mois, 10 mois. Parfois, on a des Michelin MXVP ou bon, XWX ou toutes les autres d'accord, gammes qui peuvent avoir 3-4 ans de stockage, donc, puisque bon, déjà, ce sont des pneus qui se vendent assez peu souvent, et ensuite, à cause des séries donc, et les espacements entre les séries. Quoi. d'accord, entendu. Est-ce qu'il y a des pièces aujourd'hui, d'après toi, compliquées à trouver quand on restaure une pagode? Alors, bon, la chance, c'est qu'il y en a certaines, surtout les pièces dans le détail, on va dire, par rapport aux intérieurs et aux finitions précises, mais tout ce qui est mécanique se retrouve D'accord, normalement. Alors, soit se retrouve en neuf, Mercedes fournit encore énormément de pièces en neuf, ou alors en ancien stock, ou peut-être en occasion, en bon état. Alors oui, ce ne sont pas des voitures qui ont été très produites, mais ce sont des véhicules qui ont toujours été relativement aimés. Donc même celles qui sont en mauvais état et qui, je veux dire, qui ne peuvent peut-être plus rouler, ont encore des pièces correctes. Ce sont rarement des véhicules qui ont passé des décennies dehors d'accord. et où toutes les pièces sont bonnes à jeter, quoi. Alors c'est pas évident à dire. Je crois que c'est environ 50 000 pagodes de produits, À toutes peu près, oui. motorisations confondues. D'après toi, aujourd'hui, il en resterait combien? Oh, alors là, C'est dur. excellente Bonne question et une estimation. Je suis sûr que si moi qui adore lire tout ce qui est dans les magazines et éventuellement dans les forums, surtout aux États-Unis, vous avez des personnes. Il y a un forum dédié aux pagodes américains qui est très 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 bon.
Eux ont fait les recherches, moi de mémoire je ne les ai pas malheureusement. D'accord, entendu. Alors donc nous voilà sur la partie moteur. On va vous présenter un petit peu le moteur de cette 280. Alors, toi Julien qui a conduit les trois versions de la Pagode, euh, quelle est ta préférée déjà? Alors là encore peut-être un petit peu par biais, je vais dire que ma préférée est la 280, D'accord. mais il vaut bien mieux une 230 ou une 250 en bon état qu'une 280 en mauvais état. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir conduire des véhicules donc plutôt d'origine en bon état. C'est vrai que on va dire de sa souplesse et c'est ça un petit peu avec le couple en plus qu'on a dans le 280, c'est ce qui le rend le plus agréable, surtout en boîte automatique. D'accord. Boîte automatique 3 vitesses. 4 4 vitesses vitesses. même. D'accord, je ne savais pas. Comme toutes les boîtes Mercedes, donc jusqu'à la 722.3 que l'on retrouvait dans les 126 et dans les premiers Oui, 129, la boîte Mercedes démarrait en seconde. Alors d'accord. pourquoi est-ce que Mercedes faisait ça? Moins après, mais plus dans ces époques-là, les boîtes automatiques avaient tendance, en fait, avec le couple du moteur, à vouloir faire avancer la voiture. Et Mercedes faisait que la boîte démarrait en seconde pour qu'il y ait moins ce phénomène et que ça soit donc plus soyeux de démarrage. D'accord. Alors on peut la faire démarrer en première, Mhm. soit en mettant le sélecteur donc complètement au fond, D'accord. ou alors vraiment en écrasant la pédale dès le départ. On force la boîte à partir en première, mais en démarrage normal, elle Elle démarre démarrera toujours en seconde. toujours en seconde. Ouais. D'accord, entendu. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les choses à vérifier sur ce moteur et entre guillemets les points faibles que quelqu'un pourrait rencontrer sur ce moteur, sur cette voiture? Alors, donc point faible numéro un, qui n'a pas été la faute de Mercedes, mais plutôt la faute des précédents propriétaires normalement, D'accord. ça va être l'entretien, 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 l'entretien. Malheureusement, beaucoup de propriétaires donc, poussaient un petit peu les vidanges à une époque, et ces moteurs-là, donc bien entretenus, dureront très longtemps, mais s'ils reçoivent des huiles de mauvaise qualité et pas en temps, peuvent se mettre donc à s'user vraiment vite, surtout au niveau donc soit des arbres à cames, soit éventuellement des paliers. Donc et là je parle vraiment d'un mauvais entretien. Hein. Ce ne sont pas des usures classiques sur ces D'accord. véhicules-là. On pourra peut-être revenir au sujet du 250 qui a une mauvaise réputation et qui, à moi, n'est pas mérité. D'accord. Euh, mais là-dessus, sinon, le point faible avec l'âge, numéro un va rester l'injection. Le système, la pompe, elle, comme on a pu le constater donc dans un épisode de Wheeler Dealer il y a quelques années où on voit une pompe démontée ou dans certaines photos de magazines, les pompes sont de véritables horloges mécaniques D'accord. avec des petits joints, des petites composantes qui, elles, vont s'user un petit peu avec le temps. Malheureusement, on ne l'empêche pas. Et donc refaire l'injection, si elle n'a pas déjà été refaite, va vraiment être primordial, D'accord. même si c'est un gros billet, une très grosse dépense. D'accord. Euh, On n'a pas parlé du kilométrage de la voiture. ah, Alors je sais que c'est un compteur à 5 chiffres. exact. Alors pour toi, quel est son kilométrage aujourd'hui? Alors, ne disposant pas de tout l'historique de ce véhicule au garage, ce qu'il faut être honnête, hein, peu de pagodes ont un historique absolument limpide. D'accord. Nous avons un compteur aujourd'hui, alors qui n'a vraisemblablement jamais été changé, indiquant environ 92 000 km. Alors, sachant que les premiers propriétaires n'étaient peut-être pas les plus soigneux, alors après nous l'avons été, c'est une voiture qui a roulé fut un temps, qui ne roule vraiment plus depuis presque 30 ans. D'accord. Est-il d'origine? Peut-être. Je ne pense pas, même avec l'intérieur, que ce véhicule ait 192 000 km, compte tenu que le premier propriétaire n'était pas très soigneux. Mais elle pourrait. Donc on D'accord. ne sait pas si c'est 92 ou 192. C'est le problème de ces voitures. Exact. Et alors, il ne faut pas avoir peur d'acheter une voiture nécessairement sans un historique absolument béton, si on la touche à un prix correct, bien sûr, parce que si vous avez des véhicules vendus plus de 150 000, 150, 200, 250 000, comme peuvent l'être vendus certains véhicules restaurés à plus neuf que neuf, là, j'essaierai de demander un historique, mais dans le cadre d'un achat, on va dire, plus raisonnable. Peut-être que les gens qui nous regardent auront trouvé un 230, un 250, avec un kilométrage inconnu, mais autour des 70 000, 80 000 euros.
il est acceptable d'avoir un véhicule, à mon avis, hein, ce n'est que mon avis, donc sans historique, si on analyse clairement le véhicule et on voit que certaines grosses usures ne sont pas présentes. Là aussi, si le moteur a été relativement bien entretenu, même à 200 000 km, il sera en bon état. Par contre, s'il a été mal entretenu, et nous en avons malheureusement des exemples, surtout de berline, au garage, où les moteurs ont assez peu de kilomètres et déjà une fumée bleue est constatée, puisque le moteur consomme beaucoup d'huile. Une usure prononcée du moteur, exact. Alors que ça ne devrait pas avoir eu lieu. Exact. Surtout sur les 280. Ouais. D'accord. La maladie, c'est les joints de queue de soupape alors oui, effectivement, avec l'âge, là encore, des joints de queue de soupape qui étaient très bons et qui pouvaient vivre longtemps à leur époque, comparé à d'autres modèles concurrents, peut-être anglais ou éventuellement, alors des petits, et encore les américaines sont quand même relativement fiables là-dessus. Les joints de queue de soupape avec l'âge, étant en genre de matériaux caoutchouc plastique, vont avoir tendance à s'user et devront être remplacés, mais quoi qu'il arrive. Même un véhicule avec 20 000 km d'origine qui a très peu roulé aura probablement des joints de queue de soupape un petit peu fatigués. Alors, est-ce que ça vaut le coup de les changer ou pas? Je laisse ça au propriétaire. Mais bon, c'est de l'usure normale pour moi, ça n'est pas une vraie maladie. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu donc ici, c'est la plaque constructeur, hein, c'est ça, qui est ici. Exact. Donc avec le numéro de série. Alors ça signifie quoi les chiffres qu'on peut voir? Tout à fait. Alors, donc là je vais te laisser. Donc nous avons le numéro 113 qui est le châssis correspondant à la voiture, 113 étant un Pagode. D'accord. 044, donc là c'est la version du Pagode, qui est la version 280 SL. Ensuite nous avons les numéros liés directement à cette voiture. Donc nous avons le numéro 12. Deux chiffres en fait qui ont beaucoup de signification. Le premier chiffre, donc 1 pour une voiture en conduite à gauche ou 2 pour une voiture en conduite à droite. Et le deuxième chiffre, 0 pour un véhicule en boîte mécanique, donc boîte manuelle, et 2 pour un véhicule en boîte automatique. Alors, pour les Pagodes, donc qu'elles soient en boîte manuelle 4 rapports ou 5 rapports, c'est quand même un 0. Il n'y a pas de différenciation là entre le nombre de vitesses. Et finalement après, donc le numéro de série donc chez Mercedes de la voiture. D'accord. Et donc là-bas, on a les options, ce que tu me disais tout à l'heure, avec les codes options. Tout à fait. Qui sont là-bas. Tu peux nous montrer un petit peu. Donc la plaque qui se situe juste ici. D'accord. Donc nous avons sur cette plaque donc quelques codes d'usine en bas. Donc déjà on retrouve la version 113.044, 12 donc pour la boîte auto et conduite à gauche. D'accord. Ensuite nous avons ici les teintes. Donc juste au-dessus 568 qui est le rouge signal, donc teinte d'origine de ce véhicule-là. C'est sa couleur. Et pourquoi deux numéros? Parce qu'en fait nous avions donc un numéro pour la carrosserie et un numéro pour le hardtop. Et autant sur certaines 111, vous aviez des petits traits qui voulaient dire qu'une seconde couleur n'avait pas été spécifiée, autant sur les Pagodes, du mieux de mes connaissances, il y a toujours deux couleurs, donc une pour la voiture quand elles ont le hardtop et une pour le hardtop. D'accord. Et finalement, donc au-dessus, les codes options du véhicule, donc en l'occurrence celui-ci, 426, donc boîte automatique au plancher avec direction assistée. 629, véhicule donc avec équipement pour le marché français et destiné à la vente en France, même s'il n'a pas été commandé en France, et 991 qui indique une commande spéciale. Ok. Alors on voulait vous montrer également un point à surveiller d'un point de vue corrosion au niveau du moteur. Tout à fait, qu'on ne voyait pas de l'extérieur. On voyait qu'il y a un retour ici dans l'aile, qui donc est directement aussi de l'autre côté, où vous avez un endroit où la terre peut venir se loger. Et en fait, beaucoup de pagodes, parfois restaurées, vont avoir de la rouille qui émerge en fait de sous le retour à cause de terre derrière. Et alors là, le chantier est quand même titanesque puisqu'il faut enlever les ailes avant qui sont intégralement soudées avec la carrosserie. Aussi, surveillez bien, puisqu'elles étaient soudées par points à la main, tous les points de soudure que vous voyez là, donc que cela n'a pas été mastiqué.
Même au niveau des toiles d'amortisseurs comme ça, vous voyez qu'il y a des points de soudure partout. Beaucoup de pagodes, malheureusement un peu mal restaurées, ne vont plus avoir ces points de soudure, puisqu'ils auront été poncés et mastiqués. Ah oui, d'accord. Mais celle-ci, bon, ayant son masque avant d'origine, a encore tout. D'accord. Oui, donc c'est quand même des choses à vérifier lors d'une visite, d'un achat d'une pagode. C'est ça. C'est que certains points esthétiques, encore une fois, peuvent être un petit peu vieux, mais vraiment, si j'ai un seul énorme commentaire, c'est acheter une voiture saine. Ces véhicules-là, donc pour être correctement refaits, les budgets sont très très élevés. Alors, pour toi, Julien, vaut mieux acheter une voiture saine d'un point de vue corrosion, mais à remettre en état mécanique? Exact. Alors bien que le moteur à remettre en état, on est sur, on va dire peut-être entre 20 et 30 000 euros pour une réfection complète, avec même nettoyage des composantes et autres. Il vaut bien mieux ne mettre que ça dans un moteur, compte tenu aussi de la valeur globale de la voiture, plutôt que de littéralement de remettre des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'euros dans une Dans carrosserie. une carrosserie. Et parfois, ça peut littéralement être sans fin, à moins de faire complètement sabler la voiture. Parce que si vous réparez un petit point là, un autre point réapparaît autre part, c'est des pagodes, on va dire, qui ont besoin de carrosserie. Alors, le chantier est toujours faisable, ça reste une voiture. Elle est toujours entièrement réparable, mais à quel coût? Bien sûr, ça le c'est la problème. question à se poser. Ouais. Okay. Alors, autre chose importante niveau moteur, puisque ça, les propriétaires de pagodes, je trouve que c'est quelque chose qu'ils doivent regarder, c'est de savoir si leur moteur est bien un moteur de pagode, donc de roadster, et non pas de berline, puisque d'apparence extérieure, mis à part quelques tout petits détails, ils sont vraiment quasiment les mêmes. Alors, pour un 230 SL, le moteur est un 127 981, donc pour un 250, un 129 982, et pour donc un M130 qu'on retrouve dans un 280 SL, le 130 983. Donc puisque quand ces voitures-là, parfois et malheureusement, avaient des casse-moteurs à l'époque, surtout les 250 et les 280, les moteurs de berline étaient beaucoup plus fréquents, et beaucoup de gens donc allaient dans des casses récupérer des moteurs d'occasion de berline pour les remettre dans leur pagode. Et malheureusement, donc, alors certains fonctionnent très bien, mais ça ne sera jamais un fonctionnement absolument parfait, puisque là-dessus, la pompe d'injection de pagode aussi est différente. Ça n'est pas la même qu'une berline, même si, encore une fois, les moteurs paraissent les mêmes. Et l'échappement n'est pas tout à fait pareil. Donc c'est un ajustement et un réglage qui est différent. Les moteurs de berline, alors on peut être approximatif dans le réglage et avoir quelque chose qui marche bien, mais rares sont les moteurs de berline qui fonctionnent vraiment de manière optimale. D'accord. Alors, on va vous montrer un petit peu l'intérieur de la pagode. Alors, la première chose qui me saute aux yeux, c'est la radio. Elle a l'air d'origine. Tu nous confirmes, Julien? Alors, elle l'est probablement. Alors, ce n'est pas un Becker. Comme on voit, il n'y a pas Becker marqué dessus. Puisque les Becker étaient très populaires à l'époque, c'est probablement une radio de fabrication française. D'accord. Alors, le nom doit être marqué par derrière, qui avait été faite pour imiter les Becker. Mais alors, elle a exactement le style. Effectivement, c'est une radio d'époque, mais bon, on parle toujours de Becker. Celle-là, elle marche encore correctement. Mais bien entendu, et comme on peut le voir, uniquement radio onde longue et onde moyenne. Donc on n'a pas la FM. Est-ce que le tableau de bord est fragile? Alors, le tableau de bord, il peut l'être, surtout tout ce qui est boiseries qui ont été, on va dire, un petit peu refaites là, qui ne sont plus d'origine, qui ont été reteintées, mais et alors là, au moins, qui ne sont pas craquelées. Mais effectivement, la première chose qu'on va voir, ça va être des boiseries craquelées ou le couvre-haut-parleur qui peut être craquelé, gondolé, puisque lui est en bois aussi, contrairement au berline où il est en bakélite. Et sinon, le vinyle qui est au-dessus, normalement, résiste plutôt bien. Il peut être un petit peu blanchi par le soleil, bon, ce qui n'est heureusement pas le cas ici. D'accord. Mais pas forcément fissuré? Mais pas fissuré, non. C'est vraiment sauf peut-être comme des voitures californiennes ou des voitures soumises à on va dire de fortes expositions de soleil, voire des tableaux de bord fissurés. Donc moins sensible aux Mercedes qui ont suivi. Par exemple, la W123, W116 ont le tableau de bord qui se fissure plus facilement que les pagodes. Très probablement, oui. Moi, j'ai vu encore une fois plus de tableaux de bord blanchis et des boiseries craquelées, mais le vinyle là, semble plutôt bien résister. Ouais. D'accord. Donc tu nous disais que c'était une boîte auto 4 rapports. Exact. Ah oui, donc c'est à l'inverse d'une boîte, enfin tu vois, moi je compare toujours aux générations que je connais, plus la W124. Donc là, c'est dans l'autre sens. Ici, on est en P,
Exact. et on remonte dans l'autre sens. Voilà, alors là on peut montrer parce qu'il n'y a pas de shift lock. Donc là on est en P, on passe en marche arrière, R comme une voiture donc normale, N pour le neutre. D'accord. Et après donc on se retrouve avec 4 numéros. Donc ça Mercedes, au lieu d'avoir ce qu'on a pu voir après le D, donc D, R et L, ou D, S et L, le S n'étant quand même pas sport. Là, ça veut dire, quand on enclenche le 4, que la boîte va se servir donc des 4 rapports. D'accord. Donc, encore une fois, la première uniquement si démarrage rapide. Là, en 3, la boîte ne se sert que des 3 premiers rapports. D'accord. Et finalement, en 2, donc, et c'est là où on force la voiture à démarrer en première, la voiture ne se servira que de la première et de la seconde. D'accord. Donc, moins pour une conduite sportive, parce que si vous essayez de démarrer comme ça et de forcer le passage, la boîte va pas trop aimer, mais plus en fait sur des conditions de frein moteur ou de démarrage si la voiture tractait. Alors oui, il est théoriquement possible, puisque ça se faisait à l'époque, de monter un attelage sur un pagode. J'ai déjà vu. Ouh là là, non. J'ai déjà vu une photo avec une caravane. Ça, du coup, tu conseilles plus aux gens de s'en servir, par exemple, quand on fait du frein moteur en descente de montagne ou ce genre de choses? Voilà, exactement. Et encore, on reste en 4, et si on a envie d'un peu de frein moteur, voilà, on va passer en 3. D'accord. Le 2, c'est vraiment pour, encore une fois, le Mais démarrage. il faut éviter de s'amuser de conduire avec ça. Ah, tout à fait. La boîte, alors, si vraiment on a envie de se faire plaisir une fois, on peut, mais la boîte n'est pas conçue pour ça. D'accord. Les passages, surtout, là, on va passer 1 et 2 très vite, mais si vous voulez passer 3 comme ça risque d'être un peu... Oui, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Tu nous disais que c'était une 2 places. Exact, celle-ci est en 2 places, oui. Donc ici derrière, en fait, ça fait plus office de rangement, enfin si on veut mettre des affaires. Voilà, mais la 3e place, enfin si une pagode, quand la pagode a la 3e place, elle est ici, sans ceinture. Exact. Alors normalement sans ceinture, j'en ai vu de monter avec des ceintures, peut-être en accessoire. D'accord. Mais il y avait 2 versions donc de pagode avec des arrières différents, donc avec des banquettes, hein, la 3e étant celle qu'on a là. Soit le 3e siège de biais, soit les versions californiennes où il n'y avait pas de puits de capote et il y avait une vraie banquette de place derrière. Alors 2 places plus pour des enfants que pour des adultes, mais donc ce qu'on voit typiquement, ça va être après les versions avec un 3e siège de biais qui pouvait être installé en accessoire. Alors là aussi, gare aux pagodes qui ont un 3e siège de biais, mais une carte grise 2 places. Oui, à faire attention aussi. Donc puisqu'on n'a pas le droit de rouler théoriquement avec un passager derrière. Oui, d'accord. Sauf quand il y a la 3e place inscrite sur la carte grise. Sauf quand il y a la 3e place inscrite sur la carte grise. D'accord. Du coup, on parlait tout à l'heure du compteur à 5 chiffres. Alors, exact. On montrer un petit alors, peu. 93, pas 92. Voilà, 93 je roule avec. 93 000. Le beau volant. Le volant, c'est agréable? Alors effectivement, la bakélite, moi, alors là aussi c'est très personnel, mais j'aime beaucoup la bakélite du volant qui est alors soit dur, mais qui est très agréable au toucher, qui me rappelle un petit peu le même toucher que les volants en bois verni qu'on peut retrouver après, voilà, sur les 124, les 129, les 140, on a ce même toucher un petit peu, même très lisse, et qui est très agréable. La taille du volant est impressionnante, enfin, je trouve. Tu sais. Et qui était relativement standard pour l'époque. Ce qui est drôle, c'est qu'il était même plus petit que certains volants de voitures américaines d'époque. D'accord, ok. Donc pour l'époque, la taille était à peu près normale. On voit aussi certaines personnes, puisque c'était plus sportif, qui montaient des volants Nardi en bois sur les pagodes pour avoir un diamètre un petit peu réduit. Alors bon, moi personnellement, ça n'est pas de mon goût, mais ceci étant un accessoire d'époque et le diamètre étant un petit peu réduit, je peux comprendre l'aspect, on va dire, un petit peu plus ergonomique. D'accord. Alors on voulait vous montrer aussi un petit peu le coffre. Donc ici on voit la roue de secours. C'est toujours d'origine ou c'était en option? Alors non, la roue de secours était d'origine. D'accord. Alors j'ai vu certains pagodes et j'ai lu peut-être que la couverture était en option, pas sûr, puisque j'ai quand même vu beaucoup de pagodes avec cette même couverture. Pratique aussi parce qu'il y a un rangement à l'intérieur où on peut mettre son additif, éventuellement du produit vitre, pour enlever les moustiques du pare-brise. Sinon, en fait, on se retrouve avec le coffre. Alors, chose intéressante avec cette voiture, c'était là où était la grande majorité de la corrosion. Une grande partie du coffre de la voiture a été refait. Donc, et refait un petit peu à l'identique. On verra un tout petit peu plus tard qu'on a essayé de tout repointer à la main à l'époque.
On avait des carrossiers qui passaient leur temps et qui voulaient vraiment faire ça bien pour mon grand-oncle. D'accord. Le coffre aussi avait été changé parce que vu qu'il y a eu beaucoup d'humidité, ou du moins la malle était assez corrodée, ils ont quand même remis l'autocollant au bon endroit, avec les recollés, donc avec les préconisations de gonflage d'époque pour des pneus radio, puisqu'il y en a eu surtout les 230 et 250 avec les préconisations pour des pneus diagonaux. Uniquement, et après donc tout bien rassemblé. D'accord. Comme il le faut. Mais le coffre pour un véhicule de cette taille est relativement généreux. Oui, c'est ce que je me dis. Donc on peut tout à fait partir en voyage, on va dire quelques jours avec. D'accord. Alors d'un point de vue corrosion, à surveiller ici. Ah, tout à fait. Ouais, Oui. Tout ce qui peut, on va dire, engendrer une accumulation d'immondices sous terre. Et aussi, bien entendu, si le puits de capote est fuyard, l'eau va goûter en fait dans le coffre. Ça peut venir goûter. Ou peut venir goûter dans le coffre et donc causer quand même pas mal de corrosion au niveau du plancher. Alors même si le tapis est d'origine, on va essayer de le lever un petit peu, il est tout dur. Donc le plancher là a été refait et on avait essayé de tout bien pointer à la main comme c'était fait à l'usine. D'accord. Pour vraiment que ce soit comme à l'origine. C'est ça, que ce soit clean. D'accord. Oui, je vois le bouchon du réservoir qui est ici. Je pense à la W108 où tu me dis si je dis pas de bêtises, le bouchon est ici. Hein, faut effectivement, sur une 108, on descend la plaque. Sur le pagode, il est à l'extérieur. Et la version en fait en chrome comme ça avec la clé était, si on voulait vraiment se faire plaisir, on pouvait opter pour une version chromée à clé. Sinon, le bouchon standard était juste un bouchon normal de 108. Même les bouchons ou 111, les bouchons à clé étaient en option. D'accord. Du coup, on a fini de vous présenter la pagode. Un grand merci à Julien. Merci William d'être passé au garage. Avec grand plaisir. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de refaire d'autres vidéos. On présentera certainement d'autres Mercedes. Si on a l'occasion. Ça sera avec plaisir. Plaisir partagé. Merci à toi Julien. À bientôt. Allez, salut William.